Il est 20 h à Libreville, c'est l'heure de votre journal. Voici les principaux titres. Emmanuel Macron en excursion à l'arboratum Raponda-Walker. Estelle Amban vous propose dans ce journal une petite visite guidée de cette réserve classée dans le cadre du Gabon vert. En Guinée, une cinquantaine de Guinéens de retour à Conakry après les attaques contre les ressortissants d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Et puis enfin en sport, Jeux scolaires africains, le Gabon vice-champion africain de basket-ball à 3, une performance saluée par les amoureux de la balle orange. Vous le verrez dans ce journal. Nous ouvrons cette édition d'information avec l'arrivée du président français Emmanuel Macron en terre gabonaise. Emmanuel Macron a été accueilli à l'hôtel, au palais Rénovation par son homologue Ali Bongo Ndimba au centre des échanges. Les questions liées à l'amitié France-Gabon, mais aussi des objectifs fixés dans le cadre du One Forest Summit. Plus de précisions dans ce reportage de la presse présidentielle. L'échange de civilité entre les deux hommes, l'accueil réservé au chef de l'État français à son arrivée au palais présidentiel, en dit long sur l'état de la relation entre Paris et Libreville, une relation historique encore aujourd'hui au beau fixe. En cette journée particulière de retrouvailles sur l'état de la protection environnementale et la coopération culturelle entre la France et le Gabon, les deux leaders ici réunis ont eu des entretiens approfondis. Nous allons nous retrouver pour travailler ensemble ce soir et puis demain pour ce sommet si important pour le climat et la biodiversité et défendre nos forêts. Je voulais vraiment remercier le président et l'ensemble des ministres pour le travail fait, l'engagement sur ce sujet. Merci de nous accueillir. Co-organisateur du One Forest Summit aux côtés de son homologue gabonais, le président français Emmanuel Macron est donc venu apporter son soutien à l'effort de lutte engagé dans notre pays depuis plusieurs décennies pour la sauvegarde du patrimoine environnemental et immatériel. Ici, on souhaitait commencer par une remise de ces quelques trésors culturels, puisque je remercie l'IRD et sa présidente de la mobilisation et du travail qui a été fait pour retrouver ces trésors, parce que c'est des éminents prédécesseurs qui, en 1959, avec le président du Sénégal et quelques autres, avaient lancé cette initiative consistant à commander à des anthropologues spécialistes du patrimoine immatériel de rassembler les cultures, les musiques. 900 heures d'enregistrement et d'écoute, et c'est toute la musique et les traditions de la musique gabonaise. Donc c'est un véritable, je dirais, trésor culturel, artistique. Et pour le Gabon, situé au cœur des forêts du bassin du Congo qui séquestre 100 millions de tonnes de carbone par an, le sommet de Libreville s'offre comme une opportunité exceptionnelle pour discuter du prix de cette ressource vitale et essentielle à la régulation du climat sur toute l'étendue de la planète. Et puis, pour marquer d'une pierre blanche l'objet de sa visite en terre gabonaise, le président français Emmanuel Macron a effectué ce matin une visite guidée à l'arboratum Raponda-Walker. C'est dans la commune d'Akanda au nord de Libreville. L'hôte d'Ali Bongo Ndimba n'a pas caché sa satisfaction. Estelle Amban nous en dit plus. Loin de la salle UP qui reçoit les participants au One Forest Summit de Libreville, c'est à l'arboratum Raponda-Walker dans la commune d'Akanda qu'Emmanuel Macron a effectué sa sortie matinale au lendemain de son arrivée en terre gabonaise. Aux côtés du ministre des Eaux et Forêts, Lee White, qui fait office de guide pour l'occasion, le président français découvre avec satisfaction l'un des sites classés du patrimoine gabonais. Donc on aide, on accompagne depuis longtemps. Mais il y a aussi un travail qui est fait sur place, qui est très important et qu'il faut reconnaître. Je le dis aussi parce que souvent, on a donné le sentiment dans les grands sommets internationaux qu'au fond, les pays du Nord avaient vocation à mettre des contraintes, mais ne reconnaissaient pas forcément le travail qui avait déjà été fait par les pays du Sud, en particulier en Afrique, et de récompenser les comportements vertueux, par opposition avec d'autres comportements. Il y a d'autres choix qui ont été faits par d'autres pays. Il y a des pays qui ont laissé détruire leurs forêts, laissé détruire leur faune. Et donc je pense que c'est aussi important de reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait ici qui ne nous a pas attendus, qu'on a aidé, accompagné, mais il faut en reconnaître les auteurs. Après son excursion, le président Emmanuel Macron a co-présidé la phase officielle du One Forest Summit aux côtés de son homologue Ali Bongo.
L'événement est axé sur la protection des forêts comme allié indispensable quant au dérèglement climatique. Le Gabon est recouvert à 88% par la forêt tropicale. Le bassin du Congo constitue avec l'Amazonie et le bassin asiatique l'un des 3 grands de la planète. Vous venez de le voir, le séjour du président français a été marqué par une excursion au sein de l'arboratum Raponda Walker. Le site situé dans la commune d'Akanda fait partie des réserves classées dans le cadre du Gabon vert. Notre reporter Estelle Amban vous propose une petite visite guidée. Regardons. L'arboratum Raponda Walker voit des géants. Le site d'une superficie d'environ 6700 hectares est situé à 20 minutes en voiture au nord de Libreville dans la commune d'Akanda, au cœur du Cap Estérias. Sa classification parmi les aires protégées du littoral gabonais ne freine pas l'engouement des randonneurs qui en font l'une de leurs meilleures attractions du week-end. À l'origine forêt classée de la Moanda, cet ancien site d'exploitation forestière a été érigé en arboratum et rebaptisé pour rendre hommage au premier botaniste et prêtre gabonais André Raponda Walker. Sur les lieux, c'est un riche patrimoine naturel qui s'offre aux amoureux de la nature. Des arbres avec des vertus médicinales telles que le gnovet qui saigne en apparence comme le sang humain. Il permet de soigner les blessures et ralentir le venin après une morsure de serpent. L'Andoko Dika favorise la montée de lait. Le gnovet, appelé encore arbre à bétadine jaune, sert à cicatriser les plaies, arrêter l'hémorragie et soigner les douleurs ophtalmiques. Le koumé, bois de construction, également utilisé par les traditionalistes pour fabriquer des torches indigènes, trône sur le site à 70%. L'Agence nationale des parcs nationaux a pour mission de conserver la flore et la faune encore intactes et de restaurer les zones dégradées et sensibles dans la mise en œuvre du pilier Gabon vert. La première journée du One Forest Summit a été marquée par la signature d'une convention de partenariat qui devrait aboutir à la réhabilitation de la décharge de Mindoubé à un site moderne. Quel regard les Gabonais portent de cet engagement de la France envers le Gabon? Tentative de réponse dans ce reportage d'Estelle Amban. Ce document, paraphé dès la première journée du One Forest Summit, donne le ton à un nouveau chapitre dans la gestion des ordures ménagères dans le Grand Libreville. Paris s'engage à accompagner Libreville pour la mobilisation de fonds pour la réhabilitation de la décharge de Mindoubé en un centre de déchets et de tri aux normes internationales. La nouvelle réjouit certains Librevillois. On a besoin de la France et ça part aussi de responsabilité d'aider et de soutenir. Parce que quand on dit qu'on est paix ou bien on est l'un des pays qui soutient, c'est l'obligation de la France de soutenir et d'aider. Mais malheureusement, ils ne font pratiquement pas grand chose. Et on a besoin, comme Macron est là, on a besoin qu'il puisse faire quelque chose pour avancer. D'autres affichent tout de même leur scepticisme au regard de nombreux accords liant le Gabon à ses partenaires dont l'effectivité est restée lettre morte. On est fatigué de ça. Tout le temps, c'est la même chose qu'on dit. Mais ça ne se réalise jamais. J'espère que les engagements que la France va prendre, ils vont eux-mêmes déjà être là-dessus pour que les choses vont à terme, quoi. C'est bien les engagements, mais ce qui compte, c'est les actes. Aujourd'hui, c'est les actes. C'est tout ce qui compte. Arrivée à saturation depuis près d'une décennie, la décharge de Mindoubé est située dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Sa réhabilitation aux standards internationaux est estimée à 30 millions d'euros, soit environ un peu plus de 19 milliards de francs CFA. Front social à présent, grève au ministère des Affaires étrangères. Les grévistes relativement satisfaits, mais la grève se poursuit. Après le renforcement du parc automobile, plusieurs points de revendication restent encore à l'ordre du jour. Jessica Andjoa nous en dit plus. La mise en berne des activités, en l'occurrence la grève aux affaires étrangères, était en relief avec le décès de l'illustre disparu ancien ministre Michael Moussa Adamou. Après 11 mois de mouvement de grève, il en ressort ce qui suit. C'est l'occasion pour moi de féliciter les efforts entrepris par le défunt ministre après 11 mois de grève en dotant le ministère
de 20 véhicules de service, l'un des points contenus dans notre cahier de charges. Une dotation qui ne semble pas avoir été équitablement répartie. Certains hauts responsables de l'administration se sont organisés en bande de faucons pour s'accaparer illicitement ce patrimoine de l'État sous le regard impuissant des 2 ministres délégués et du syndicat. Par leurs ajustements aussi illégaux qu'insupportables, ces hauts cadres de notre administration voudraient-ils nous faire comprendre que 2 semaines après le décès du ministre, le deuil n'avait plus sa place? Que par ailleurs, l'attente du nouveau ministre était-elle interminable et hypothétique? Ces ajustements en violation flagrante des textes en vigueur nous prouvent une fois de plus que le Gabon, notre chère patrie, est dirigé par un groupe d'amis qui seraient prêts à sacrifier tout le peuple pour leurs intérêts égoïstes, ce qui a pour corollaire les maux dont souffre le peuple gabonais aujourd'hui. En dehors de ces véhicules de service, le collectif reste toujours en attente de la prime de servitude diplomatique, le suivi de carrière des agents, l'assurance maladie à Ascoma et le transport du personnel. Une grève dite illimitée. Société, le site d'embarquement de Sainte-Marie, doté d'un nouvel abri bus, une initiative des autorités municipales de Libreville. Cet édifice va permettre aux passagers d'attendre des bus à l'abri des intempéries et du soleil. Constat est de Jessica Ondjoa. Livré il y a quelques jours, l'abribus est le bienvenu pour les clients au niveau de Sainte-Marie de Libreville. Dans l'attente des transports en commun, la situation d'apaisement et de tranquillité apparaît comme un véritable soulagement. Vous voyez ici au niveau de Nzayan, il pourrait aussi avoir un abri comme celui-là. Vraiment, ça pouvait permettre aux gens de pouvoir patiemment attendre leur bus. Avec les intempéries, ça permettra de pouvoir patienter vraiment dans le calme, sans pourtant se mouiller, sans pourtant être vraiment au contact de la canicule. Hormis l'abribus qu'on vient de placer, vous pouvez soumettre des bancs. C'est une bonne chose. Parce qu'attendre là il y a le soleil, chaque midi il y a le soleil, c'est fort. Donc s'ils ont installé l'abri là, c'est une bonne chose. Ajouter aux anciens de nouveaux bancs publics semble insuffisant. L'abribus, un geste louable qui, selon la population, mériterait de s'étendre dans d'autres coins d'embarquement et de débarquement. Ça me fait du bien, on est à l'abri du soleil, des pluies. C'est vraiment, on va dire ça comme une action très louable pour ceux qui ont mené ça. Donc ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Donc on se sent mieux comme ça, c'est tranquille. On attend les bus plus ou moins dans les bonnes conditions. Lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il n'y a pas d'abri, déjà qu'on est en chaîne, on est en rang, donc on se sent forcément mal. On transpire, on est collé, donc c'est vraiment louable que ces personnes-là font la même chose un peu partout, dans tous les quartiers, dans tous les arrêts bus. Ça va faire vraiment quelque chose de bon pour toutes les populations. Et ceux qui attendent en l'occurrence les transurbains. Le centre-ville en passant par Nzingayong, le PK12 et bien d'autres quartiers de Libreville et autres communes restent en attente des abribus flambant neufs. L'actualité à l'international, on parle des élections sénatoriales au Cameroun. 13 partis politiques en lice pour la conquête de 70 sièges dans le pays. Élections qui auront lieu le 12 mars prochain. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Joël Sidney Wound. Regardons. Le 12 mars prochain, le Sénat camerounais sera renouvelé pour sa 3e fois depuis sa mise sur pied en 2013. Il s'agira pour les grands électeurs d'accorder leur confiance et leur voix à 70 sénateurs élus, non sans oublier les 30 autres qui seront nommés par le président de la République afin de constituer la Chambre haute du Parlement bicaméral. Une élection aux enjeux majeurs, ce d'autant plus qu'il s'agira de faire une répartition des ressources budgétaires pour que 40% reviennent à l'État central et aux institutions qui sont de son ressort, 30% reviennent aux 10 conseils régionaux et 30% aux 360 communes.
D'un autre côté, il s'agirait également de passer de la logique de transfert des compétences et des ressources à la répartition et au partage des compétences et des ressources. C'est dans cet ordre d'idées et dans un credo républicain que les partis politiques en lice pour cette élection sénatoriale au cours de leur campagne entendent de mettre sur pied de multiples stratégies afin de remplir le maximum de voix. Et lorsqu'on observe la composition, nous surfons sur une vague de séduction sur le terrain dans la région où nous sommes candidates, de ces électeurs-là, de ce collège-là. Et surtout, nous comptons sur, entre guillemets, cette ancestralité dans le Sénat. Parce que depuis l'ouverture du Sénat, le SDF a toujours brillé par sa présence, que ce soit avec la cuvée de 2013, la cuvée de 2018, et nous pensons qu'à la cuvée de cette année, nous allons continuer à y figurer. Nous avons lancé notre campagne dès samedi, le 25, et nous l'avons plus axé sur la logique de proximité. Parce que voyez-vous, certains grands électeurs appartiennent à des partis politiques et ayant peur des représailles, ayant peur des intimidations, ils préfèrent des rencontres inbox, des rencontres tête à tête. Voilà pourquoi nous sommes plus orientés dans la campagne de proximité avec des rendez-vous, avec des responsables, et je peux vous assurer que c'est une campagne très pénible parce qu'il faut pas un rendez-vous avec plusieurs personnes à la fois, il faut respecter le timing. Le compte à rebours est donc lancé pour la campagne de la 3e vague des sénateurs au Cameroun. Le rendez-vous est pris pour le 12 mars prochain. Cap à présent en Guinée-Conakry, on parle du rapatriement d'une 50aine de Guinéens de la Tunisie après les propos du président Kais Saied, le Tunisien, à l'encontre des migrants d'Afrique subsaharienne en situation irrégulière. Des précisions dans ce récit de Ralph Lenyongo. Il s'agit du premier vol de rapatriement depuis le discours il y a une semaine du président tunisien Kais Saied, qui a annoncé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Il avait affirmé que leur présence en Tunisie était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, la présidence guinéenne avait précisé que le chef de la diplomatie, Maurice Anda Kouyaté, avait dépêché en Tunisie dans un avion affrété par les autorités au pouvoir pour aller urgemment au secours des Guinéens. On a pu retrouver 181 personnes. Les autres sont en train de rejoindre l'ambassade. Mais aujourd'hui, on a pu transporter 49. Ceci a été possible grâce au président de la transition. Un grand nombre des 21 000 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne recensés officiellement en Tunisie, pour la plupart en situation irrégulière, ont perdu du jour au lendemain leur travail et leur logement. D'autres ont été arrêtés pendant des contrôles policiers et certains parfois physiquement agressés, comme en témoigne Issa, ressortissant guinéen. Depuis le 14 février, la situation est très difficile à Tunisie. Nous vivons dans l'enfer. On ne sort pas. Les gens qui ont des papiers, ils perdent de sortir. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers. Donc ils perdent de sortir. Lorsqu'on sort, ils nous attrapent. Ils nous mettent en prison. Plusieurs États d'Afrique subsaharienne, comme la Côte d'Ivoire et le Mali, ont annoncé des rapatriements pour les volontaires. Mais selon un diplomate ivoirien, l'organisation de ces vols retour est retardée par les pénalités que doivent payer les personnes ayant dépassé les délais de séjour, qui sont souvent au-delà de 1 000 €. En République démocratique du Congo, 25 adolescents enlevés dans la province de Bawele, au nord du pays. Les membres de la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur sont soupçonnés d'être à l'origine de cet enlèvement. Leslie Nanaka pour le récit. Dans la nuit du 28 février, des hommes armés non identifiés ont fait éruption dans 3 villages du nord de la RDC, pillant 3 heures durant maisons et boutiques avant de s'en prendre aux villageois. A priori, les plus jeunes ont été arrachés à leurs familles respectives. D'après le récit des autorités locales, les ravisseurs auraient emporté avec eux 25 adolescents, dont 13 garçons et 12 filles. Une d'entre elles serait enceinte. Les 3 localités isolées et éloignées du chef-lieu du territoire d'Ongo, dans le nord de la RDC, ne disposent que d'un seul détachement militaire. Les avis au sujet de l'identification des ravisseurs varient selon les autorités et l'administration. Pour certains, la rébellion centrafricaine de Seleka serait à l'origine de cet enlèvement. Pour d'autres,
ce seraient les membres de la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur qui auraient enlevé les adolescents. Pour l'heure, des patrouilles ont été déployées de part et d'autre à la recherche des otages. En sport, le Gabon version basketball A3 rentre avec une médaille d'argent, médaille décrochée aux Jeux africains organisés au Maroc, une distinction honorifique de ces jeunes athlètes. Et pour le vert jaune bleu, Jeremy Goma nous en dit plus. Lancé en janvier dernier par la ministre de l'Éducation nationale, les activités sportives au sein des établissements scolaires revoient le jour après plusieurs années d'interruption dues à la pandémie de Covid-19. Ces activités ont permis à la délégation gabonaise d'être primée lors des Jeux scolaires organisés dans le royaume chérifien. Les Panthères, version basketball A3, vont rentrer avec la médaille d'argent obtenue en terre marocaine. Une distinction qui peut ravir les adeptes du basketball en général et du basketball A3 en particulier. Des initiatives intéressantes pour la Fédération gabonaise de sport scolaire, FEGAS. Continuer à encourager ces jeunes pousses, tel est le leitmotiv de Camélia Tontoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, principal soutien de ces jeunes lors de cette aventure qui a été positive et qui met le Gabon à une place prépondérante en matière de sport scolaire. Miser sur la promotion des sports scolaires est important pour le développement des différentes disciplines sportives. Par le passé, on ne le dira jamais assez, les jeunes issus des établissements scolaires rejoignaient les rangs des sélections nationales et elles étaient compétitives. Bref, les exemples sont légion. Le retour des activités sportives demeure un instant de communion et de fraternité pour ces jeunes qui doivent inéluctablement concilier le sport aux études. Football, match en retard de la 6e journée du National Foot. Le football Canon 105 se fait surprendre sur ses propres installations pendant que à Lambaréné, l'Athletic Club dictait sa loi à domicile. Herman Malaga Moussavou pour les détails. Football Canon 105, Bouengidi Sport et Lambaréné Athletic Club à au Stade Mondji. Les deux matchs joués ce mercredi 1er mars 2023. Comptant pour la 6e journée en retard du National Foot 1. Le club de 105 qui recevait son adversaire sur ses propres installations au stade Idriss Ngari d'Ovendo s'est fait surprendre par les visiteurs sur la marque de 1-0. Un score qui ne bougera plus jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et ceci malgré les assauts répétés des poulains du coach Fabrice Minko. Une défaite qui laisse un goût amer et vient quelque peu freiner l'élan et la dynamique positive du club du football Canon 105. Dans l'autre rencontre, le club de Lambaréné AC a dicté sa loi à domicile au stade Jean Koumo de Lambaréné en prenant le dessus sur son adversaire du jour à au stade Mondji. 3-1 score à la fin de la partie. Les réalisations ont été signées pour Lambaréné AC de Joe Boussougou 11e et 23e minute, Steven Zambé 70e minute. Jean Goli à la 18e minute ramenait les équipes à égalité avant que ses coéquipiers et lui ne perdent le fil de la rencontre. La bonne opération pour ces matchs en retard comptant pour la 6e journée en retard du National Foot est pour Bouengidi Sport et Lambaréné AC qui sortent de la ligne rouge et se reclassent respectivement à la 11e et 9e place du classement du National Foot 1. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.